Salut les gars, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, petit live sur One Piece. Comme d'habitude, on va faire une petite analyse de vidéo, même deux petites analyses de vidéo. La première, ce sera sur Ryo Sensei. On va analyser la dernière vidéo qu'il a sortie. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo par rapport à Kizaru et qui dit que Luffy va détruire Kizaru dans le prochain chapitre. Donc j'ai hâte de réagir à ça parce que je suis pas tout à fait d'accord. Donc salut à tous ceux qui sont sur le live, salut gars Padré, sur mon Nunus qui est encore là. Salut les gars, comment ça va, bien ou quoi? Et on va commencer avec la vidéo de Ryo Sensei. Donc j'espère que vous êtes prêts les gars. Alors dites-moi si tout le live est bien ou pas. Attends, vas-y, tranquille, de toute façon on a le temps. Le temps que ça commence, il va discuter tranquillement. Donc vas-y, finis et on est parti. Bonjour à tous, ici le Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Luffy contre Kizaru, empereur contre amiral, Zoro contre Rob Lucci, second empereur contre agent du CP0. Deux camps s'opposent sur Egghead, le GM et les pirates. Les combattants sont déterminés et au niveau idéologique, on est aux antipodes. Mais alors, quels seront les résultats? Qui peut intervenir? Qui va intervenir? Qui va perdre? Aujourd'hui, on parlera tous en détail et de la suite des événements sur Egghead. Donc pour résumer, dans le dernier chapitre, il y a Kizaru qui est arrivé dans la zone de Egghead au sommet du dôme, qui a traversé le dôme et qui a attaqué Luffy de front. Donc tout le monde parlait de ce combat-là et tout le monde pensait que Luffy allait vraiment défoncer Kizaru. Ce qui est très fort probable et ce qui, je pense, va sûrement arriver un jour. Mais pas pour l'instant, les gars. Parce que comme je vous ai dit, c'est vrai que Luffy, en termes de puissance, vu qu'il s'est battu contre Kaido et tout, pour moi, il est plus fort que Kizaru. Mais par contre, Luffy va pas pouvoir one-shot Kizaru. C'est ça que les gens pensaient. Les gens pensaient réellement qu'il allait one-shot Kizaru. Mais on en parlera plus tard et je donnerai mes arguments tout à l'heure. Dans l'arc Egghead, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités. Et il y a deux gros thèmes en particulier qui sont importants pour les combats. La vengeance, la punition, le châtiment. Disons qu'on a le thème de la vengeance. Et le changement de camp, la confiance, la trahison. Disons qu'on a le thème du changement de camp. Le GM veut que Vegapunk paye et il veut se venger. Il veut le punir, le châtier, pour avoir osé faire des recherches illégales. On a donc eu des forces pour lui ôter la vie. En protégeant Vegapunk, Sentomaru change de camp. Il aurait pu rester avec le GM, mais il a fait son choix. Il combat avec les pirates pour protéger Vegapunk. Un scientifique qui est, de fait, dans un camp opposé au GM. Kizaru a affronté son élève car il a changé de camp. Mais, dans un certain sens, il le punit pour cette raison. Lucci veut... Ouais, pour en revenir à Kizaru qui a trahi comment il s'appelle Sentomaru. Franchement, je suis grave déçu du comportement de Kizaru comparé à Sentomaru parce que Sentomaru, ça se voit qu'il suit la justice, sa propre justice dans le sens où pour protéger les siens, il est prêt à tout. Surtout qu'il sait très bien que là dans ce cas-là, Vegapunk est innocent. Le seul crime qu'on lui reproche, c'est de s'être instruit, tu vois, alors que c'est son boulot, clairement, de s'instruire. Alors qu'en vrai, il n'y a pas mort d'homme dans le fait qu'il s'instruit, même si c'est des secrets du gouvernement mondial et tout. Le gouvernement mondial, on sait très bien que s'il veut pas que le siècle oublié soit révélé, c'est pas parce que il étudie les arts antiques, c'est parce que justement... on va apprendre que ce sont des traites et ce qu'ils ont fait, c'est abominable. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on apprenne la vérité sur ce oublié. Et pour ça, Sentomaru est prêt à protéger Vegapunk, alors que Kizaru, lui, pas du tout. Fantôme et ses avis frauduleux. Non, tu verras. pour Nest Lobby. Il veut se venger de l'équipage. J'ai des preuves encore, j'ai des preuves. Luffy comme étant Yonko. Il J'ai travaillé dur. Non. Mais il a combattu avec eux, ils l'ont protégé, ils l'ont sauvé la vie. On a eu une alliance temporaire, mais il l'a trahi en attaquant Vegapunk. Ceux-ci qui travaillaient pour le GM a également changé de camp. Elle a affronté Lucci, donc on a bel et bien beaucoup de changements de camp. Beaucoup d'événements imprévus, imprévisibles pour les combattants. Beaucoup de retournements de situation. Kizaru campe sur ses positions. Je ne suis qu'un simple soldat qui obéit. Je combats pour mon camp, les dragons célestes. Et au niveau vengeance, eh bien on a deux vengeances que l'auteur a préparées. Tout d'abord, on a Luffy contre Kizaru. Kizaru est à l'origine de la séparation de l'équipage, l'un des plus gros traumatismes que Luffy ait vécu. Autre trauma, l'arc Marineford. Quand il lui a dit, tu as beau avoir toute la volonté du monde, si tu n'es pas assez fort, tu ne pourras protéger personne. Luffy est maintenant assez fort pour les protéger, et l'équipage est assez fort pour se défendre. On est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. Alors pour ce qu'il vient de dire là, oui c'est vrai qu'il est 100 fois plus fort que l'année dernière, enfin qu'il y a 2 ans. Mais par contre,
Dire que Kizaru est responsable de la séparation de l'équipage, j'y crois pas trop. Je pense que la vraie raison pour laquelle l'équipage s'est séparé à ce moment-là, c'est qu'ils étaient tout simplement pas puissants, pas assez puissants. Et la séparation, c'est pas. C'est vécu un petit peu comme un traumatisme pour le film, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est au contraire ce qui les a sauvés. Là, ce qui devait arriver, c'est la fin claire et nette de l'équipage. Avec sûrement la mort de certaines personnes ou la capture en tout cas de l'équipage. Mais ce qui est arrivé, la séparation, c'est plutôt une bénédiction. Là, c'est Kuma qui les a séparés et les a envoyés sur des îles appropriées pour qu'ils puissent se développer. Et en vrai, je le vois pas comme un traumatisme, même si c'est un petit peu traumatisant pour Luffy. On est. Ils ont sauvé un peuple de la créature la plus forte au monde, une bête qui terrifie. Mais avant de parler de Kizaru en détail, il y a une autre vengeance qu'il faut évoquer, car on a Rob Lucci contre Zoro. En réalité, quand on revient sur l'arc Enies Lobby, on peut voir que Rob Lucci était trop fort pour Zoro. Zoro n'aurait jamais pu le vaincre. Il a tout donné contre Kaku, le second, qui était 2 fois plus faible. Même avec toute la volonté du monde, il n'aurait pas pu le vaincre. Lucci avait montré l'écart en le dégageant d'un coup de pied. Zoro peut donc se venger sur Egghead. Bon, là, c'est totalement vrai, Zoro. En fait, Lucci est tellement plus assez fort pour réussir à combattre Luffy. Du coup, il est obligé de se rabattre sur Zoro. Mais pour moi, Zoro, il est montré comme étant inférieur à Lucci, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, parce que Lucci n'a pas le level empereur, ça serait sinon. Mais, mais Zoro, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il a complètement le niveau pour abattre Rob Lucci. Pour moi, c'est assez logique, même si c'est pas démonstratif. Pour moi, clairement, Zoro a vraiment le level pour l'abattre. Je dirais pas facilement, mais pas loin, quoi. Fantôme qui live durant France-Allemagne, dure la vie de Modo. Vas-y, au calme, hein. Au pire, regarde vite fait France-Allemagne. Moi, j'analyse la vidéo et tout. De toute façon, dans tous les cas, il y a 2 vidéos, il y a pas mal de trucs à dire et tout. Donc, t'inquiète, hein, frérot. De l'arc, Lucci voulait se venger de Luffy, mais il n'a strictement rien pu faire. Il s'est fait allumer. Mais au niveau de la mise en scène, on peut voir que c'est un petit peu particulier. Tout d'abord, il était confiant. Il a doublé Devant grand. Luffy, un Yonko. T'as Ensuite, prévu, hein. il sort une forme éveillée. Et il dit « Je suis devenu plus fort ». À l'époque, il avait un niveau vice, donc devenir plus fort, c'est assez vague. Mais l'auteur nous montre sa réelle évolution juste après. On a donc un combat avec Luffy qui s'amuse. Il dort pendant le combat, on a un point à point, mais pas de HDA+, pas de HDR+, pour Luffy. Dans la mise en scène, l'auteur nous fait croire que Lucci peut faire grand chose. Il utilise la bêtise de Rob Lucci pour nous le faire croire. Sauf qu'il ne fait rien car il ne peut rien faire. Et à la fin, il frappe Sentomaru. Chapitre suivant, on reprend le combat. Luffy prend un élan, il met des lunettes, il lui envoie un coup dans le ventre sans Haki des rois, et Lucci voit son esprit s'estomper. Il aura donc fallu 3 chapitres pour que Luffy en termine avec lui, alors que Lucci est très loin de son niveau. Là on a un Lucci contre Zoro, et Zoro est un combattant qui est un vrai bourrin. Le power-up sur Nigashima, ça lui permet de bourriner pour gagner. Zoro n'aurait pas beaucoup en combat, et sur Nigashima, il a combattu King, et il l'a battu de la meilleure des manières. Il a battu ses meilleures techniques, et l'a physiquement battu. Rob Lucci a un problème, il ne peut pas avoir un niveau égal ou supérieur à King, au vu des éléments actuels. Mais Ouais, sa c'est vrai, c'est situation ce est que je venais de délicate, dire. car il a tapé Vegapunk, un allié, et a fortement blessé Stussy, une alliée. On a donc Zoro qui est plus ou moins énervé, et quand Lucci avait énervé Luffy, il s'est pris un coup qui l'a mis KO. Là on a Zoro qui peut éventuellement vouloir se venger, qui est énervé à cause de Vegapunk, à cause de Miss Buckingham, et qui s'éloigne du groupe à cause de lui. Par contre, il ne faut pas négliger les mots importants de Fukuro, qui dit que pour battre quelqu'un qui est le Rokushiki, la force ne suffit pas. Et l'outil représente le boss du Rokushiki. Il est très vif, très rapide, très agile. Mais en termes de puissance, Zoro a le Haki des rois offensif. L'outil est venu sur Egghead et il s'est fait gifler 2 fois. Une fois par Luffy et une fois par Stussy. Comme dit plus tôt, Luffy l'a giflé physiquement. Pour Stussy c'est différent, mais on a un contre un. Il l'a frappé, il l'a attaqué, elle l'a esquivé, elle l'a endormi. On a une technique qui immobilise, mais elle l'a fait en combat direct, sans élément extérieur. Il s'est donc fait gifler 2 fois, et maintenant il est contre Zoro. Zoro lui dit « Tu nous sous-estimes ». Et c'est C'est trop marrant qu'ils disent ça comme ça. C'est vrai qu'il aime vraiment pas tout le gouvernement mondial et la marine. Parce que ouais, effectivement, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a perdu le combat en un contre un, c'est vrai. Après, ceci c'est complètement différent. Au vu de la prestation qu'on a vue juste après, qu'en un seul coup, ceci s'est fait avoir, on pourrait dire qu'il y a un partout. important car Lucci est quelqu'un qui se surestime et qui sous-estime l'ennemi. Il ne reconnaît pas Luffy et il pense qu'avec un amiral, il peut gagner. Il est beaucoup trop borné. En combattant Lucci, Zoro s'éloigne, ce qui est intéressant, car le combat sert de prétexte scénaristique pour l'éloigner. Zoro pourrait se retrouver devant la marine, et là, on pourrait avoir des combats contre des vices. Ou pas. Des Mugiwara pourraient venir avec lui. Ou pas. Ce qui importe réellement, c'est Saturne. Je vous l'avais dit, Sanji Garcia Saturne est en référence à Sergent Garcia.
Merde, le seum, j'avais pas vu que t'avais relancé. Au calme de nous, t'inquiète, hein, on vient de commencer là, ça fait que 5 minutes de vidéo, donc t'es pile poil à l'heure, on va dire ça. L'univers de Zoro, Zoro avec de R. Dans l'univers de Zoro, il est opposé au sergent Garcia, qui est un officier. Sur l'archipel, Zoro a attaqué un dragon céleste, mais Bonnie l'en a empêché. Zoro pourrait donc réitérer, sauf que cette fois, Bonnie, qui connaît l'histoire de son père, ne voudrait pas l'en empêcher. Bien au contraire, elle pourrait même elle-même attaquer Saturne. Bonnie pourrait lui ôter la vie, ce qui causera l'événement qui choquera le monde, ce qui pourrait être mis sur le dos de Luffy, comme avec Cobra et Sabo, son frère. Dans le chapitre précédent, Donc là, il est en train de nous dire que. Là, Rio. Là, Rio, il est parti trop loin. Il est en train de dire que Bonnie pourrait abattre Saturne. Ouais, c'est dur là quand même. Je suis obligé de remettre. J'ai besoin d'avoir les mots exacts. Abattre un dragon céleste, je veux bien, y a rien. Mais abattre Saturne? pourrait donc réitérer, sauf que cette fois, Bonnie, qui connaît l'histoire de son père, ne voudrait pas l'en empêcher. Bien au contraire, elle pourrait même elle-même attaquer Saturne. Bonnie Attaquer, pourrait lui ôter ok. la vie, ce qui causera... Attends, il a dit Bonnie. Attends, Bien au comment? contraire, elle pourrait même elle-même attaquer Saturne. Bonnie pourrait lui ôter la vie, ce qui causera l'événement qui choquera le monde. Mais quoi? Waouh! Waouh, c'est osé. Là, il prend des risques, Rio. Pas impossible, mais c'est osé. Pourrait être mis sur le dos de Luffy, comme avec Cobra et Sabo, son frère. Moi, au vu du combat qu'on a vu légèrement, quand on voit le Gorosei combattre Sabo, à partir du moment où Sabo, il est à deux doigts de mourir après avoir été en compagnie, enfin, encerclé par le Gorosei, je me dis que le Gorosei, il a minimum level premier commandant. Et s'il a ce level-là, Bonnie qui tue Saturne, ah, je sais pas, hein, sachant qu'ils ont tous des fruits de type mythique, ce serait dommage qu'ils en aient pas. En vrai, c'est ça le délire. C'est que s'ils en ont pas et que c'était pas vrai et qu'on a mal vu, c'est qu'en fait, ils servent pas à grand chose. Ce sont pas des alliés de taille contre qui Luffy aura besoin de se battre. Et pour les avoir gardés en fond, pour pas avoir déclaré qu'ils avaient un fruit depuis tout ce temps, aïe aïe aïe, Rio là, il prend des risques. Surtout que pour moi, Luffy, il est pas dans l'optique de rester sur l'île, combattre Saturne et tout. Son but, c'est de fuir. Et même sans ça, si jamais Luffy combat Saturne, ça ferait une incohérence dans le scénario, dans le sens où si Luffy combat Saturne, ça veut dire que Saturne et toute la marine perd Egghead. Et s'ils perdent Egghead, ils perdent toute leur puissance. Ça veut dire qu'ils ont plus de pacifista, ils ont plus rien. Ils sont en mode seul contre les pirates. Et en gros, ça leur fait perdre tellement de puissance que ce serait débile. Ça ferait en mode ce serait pas suffisant pour impressionner ne serait-ce qu'un empereur. Donc à voir. C'est peut-être des ennemis politiques. Ça changerait, ça serait cool. Toujours croire en Loro Jackson. Non, non. Non, non, non. Moi, toujours. Je dirais toujours si. Non, je vais toujours croire en Loro Jackson, non. Parce que malheureusement, Ryo Sensei n'a pas toujours raison. Après, il a souvent raison. Je suis souvent d'accord avec lui. Mais quand je suis pas d'accord, il faut le dire. Et là, c'est que le début. Je pensais pas qu'il allait dire ça. Moi, c'était que pour Kizaru que je pensais que j'allais pas être d'accord. Mais en fait, lui, il est vraiment sur sa lignée de Luffy va se battre contre Saturne. Moi, je pense pas que Egghead ce soit un arc avec un ennemi à la fin. Pour moi, c'est un arc de transition à la Zoo. Il y aura deux, trois petits ennemis, deux, trois petits combats, mais c'est pas un arc qui a été construit pour qu'à la fin, il y ait un ennemi. Et je pense que Oda change justement pour éviter d'être trop répétitif. On a eu l'arc Kaido, et là maintenant on a un arc où le but c'est de fuir et de continuer l'aventure. Et même battre un Gorosei là tout de suite maintenant, alors qu'en vrai on vient de savoir qu'il pouvait se battre, ce serait quand même dommage. Oublie pas de le faire signer par Fantôme. Un billet de retard.
Non, ça va, ça Au va. chapitre précédent, on a eu Kizaru qui combattait Sentomaru. On a pu voir que Parce Sentomaru que était Nenos, il a déterminé. couru Il et a tout, tout en donné. vrai, ça va, Il ça a va. encaissé. Il a frappé l'amiral avec une pression à T'as le vide droit. au niveau du visage. Ce combat est important car il nous amène à parler des idéaux de l'amiral. Des idéaux qui sont importants pour la suite. Quand il a dit à Saturne que l'homme qui protège Vegapunk est un ami, il lui a dit qu'il pouvait passer au-dessus. Mais l'amiral a dit que par principe, il ne peut pas ne pas combattre. Il doit combattre un homme qui est déterminé. Il respecte symboliquement la détermination adverse, en faisant tout pour gagner. Je me vois mal fouler au pied la détermination d'un homme. Permettez-moi que je reste fidèle à mes principes. Il va jusqu'à demander à Saturne de laisser combattre. L'auteur est dans une logique de développement des amiraux. L'arc Marineford, qui est l'arc marine, n'est pas un arc où les amiraux ont été développés. Par contre, sur la ruche, on a eu Kuzen qui a été développé. Il a même officiellement changé de camp. Désormais, c'est un commandant de Barbe Noire. Après avoir été commandant de la marine, c'est un commandant pirate. Car dans la marine, les amiraux sont des commandants. Ils sont inférieurs à l'amiral en chef, donc au commandant en chef. L'équipage de Shanks le montre bien, on a les bigs et le boss des bigs, le big boss. 3 commandants, un commandant en chef. 3 Le big amiraux, boss. un amiral en chef. On a pu voir les idéaux de Kuzen, un flashback, une spécificité et des relations personnelles. D'ailleurs, c'est marrant que là, par exemple, il compare Akainu et ses amiraux à un empereur et ses amiraux, mais qu'il veut pas avouer que Akainu aurait potentiellement le level empereur. C'est bizarre quand même, Rio. Tour de Kizaru. Idéaux, flashback, spécificité, relation. Kuzen a affronté Garp, son mentor. Kizaru a affronté Sentomaru, son élève. On apprend donc que, par Wesh, on fait principe, des réponses, quand Kizaru Rio. affronte un homme qui est déterminé, alors elle doit bien l'affronter. Il doit tout faire pour gagner. C'est une question de principe. Il respecte la détermination. On peut Lui-même faire a un rapprochement comparé, avec comment- Katakuri qui a respecté ses comment il défis. fait- Il a tout comment il donné peut pour le pas battre. penser le Il voulait contraire? combattre dans les mêmes conditions. Il a bien pu le frapper grâce à Flambé, donc il s'auto-blessait. Il veut des conditions identiques. Il respecte la détermination. Un principe est une règle qui définit une manière type d'agir, qui correspond le plus souvent à une prise de position morale. Mais alors, que nous dit l'auteur par rapport à ce principe? Eh bien c'est simple, il nous donne clairement la limite de puissance de Kizaru. Pour comprendre, il faut regarder ses affrontements. Il faut les analyser. Il a eu 2 combats importants. Il a eu des combats gros, mineurs, c'est pas des moi qui le combattants trop dis. faibles. Pour lui, C'est Rio dont certains lui-même. sont acquis. Mais en combat C'est pas majeur, moi qui ai comparé, il a c'est lui qui a affronté comparé. Riley et Marco, les seconds de Goldie Roger et de Barbe Blanche. Au chapitre 511, qui se nomme Sentomaru, l'homme à la hache, on retient l'info, on a l'équipage qui a battu le PX-4. Ils sont fatigués, et on a le capitaine de la brigade scientifique, garde du corps de Vegapunk, qui est là, Sentomaru. Il fait un constat clair. Quel carnage, tué dans un sale état. PX4. Il se présente et ça démarre. Zoro dit le plus urgent pour l'instant est de se mettre à l'abri. Il y aura des blessés parmi nous, voire de grands blessés. Il faut partir. Et le capitaine répond oui, il faut quitter l'endroit. Sentomaru dit qu'il n'a rien contre les pirates. Ce qui est assez ironique, dans la mesure où plus tard, il combattra avec eux. On aurait pu s'arrêter là, mais un amiral intervient. Kizaru. Zoro est KO. Kizaru affirme qu'il est trop tard. Il va l'achever. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que Kizaru est venu. Kizaru est venu avec une mission très claire. Il faut venger un Tenryubito qui a été frappé. Dans le monde de One Piece, en frapper un est le pire des crimes. Et le crime a été commis. Pas de marche arrière. Un amiral a été envoyé pour que les criminels paient le prix fort. Kizaru est avant tout un bon soldat. Il le dit. Il fait ce qu'on lui demande. Il est déterminé à réussir. L'amiral est devant l'équipage qui est à l'origine du crime. Il va achever le second, sauf que coup de théâtre. Le roi des ténèbres intervient. Il empêche l'amiral d'agir avec un coup de pied. Les mots de Kizaru Le sont roi clairs. des ténèbres. Tout pirate doit payer pour ses crimes. À plus forte raison quand il est issu de l'équipage du roi des pirates. Seulement, l'arrestation d'une pointure dans ton genre nécessite que nous préparions minutieusement notre Ah, attaque, il l'a dit ce quand qui n'est même. pas encore le cas. Faisons un schéma très simple. Tout pirate doit payer pour ses crimes. Aucune ambiguïté, aucune exception. Moi, en tant qu'amiral, je dois te faire payer. À plus forte raison quand il est issu de l'équipage du roi des pirates. Circonstances aggravantes. Équipage du roi des pirates. Il faut d'autant plus que je te fasse payer. En tant que second du roi des pirates, tu as plus d'importance. Rappelons que la marine a exécuté des femmes enceintes et des bébés juste à cause d'hypothétiques liens avec le roi des pirates. Seulement, l'arrestation nécessite que nous préparions minutieusement notre attaque. Mais, pour t'arrêter, et donc te battre, pour arrêter un pirate, il faut le battre, il faut que nous, donc nous, la marine, préparions un plan, minutieusement. Il faut un plan, des préparatifs. Donc, même si tu es important, je ne peux pas t'arrêter, je ne peux pas te battre. On a un amiral qui avoue son infériorité. L'auteur fait la même au chapitre 1059. Quand Rayleigh avoue être inférieur à... Tu veux parler de ça? On en a déjà parlé. Mais après, pour l'instant, c'est vrai. On en a parlé et même ça, j'ai déjà dit que c'est vrai. Pour moi, Rayleigh pouvait battre Kizaru en 1v1, mais qu'il lui laisserait des plumes entre guillemets dans le sens où il donnerait tout pour le battre. Et que Kizaru, il se montre pas comme étant supérieur à lui, tu vois, ça c'est vrai. Mais ça change pas au fait que
deux amiraux contre Rayleigh, Rayleigh tombe. Préparation pas préparation, deux amiraux contre Rayleigh, Rayleigh tombe. Je n'aurais pas pu gagner en cas d'affrontement direct. Il faut transposer ces mots au mode Kizaru. Il faut que nous préparions une attaque. Ça revient au même, en combat direct, je ne peux pas gagner. Des mots qui nous renvoient au chapitre 501, avec Garp qui dit que la marine ne peut gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Si un amiral dont Kizaru pouvait le battre, alors ces mots n'auraient aucun sens. Et les mots de Kizaru également. Kizaru s'est mis en forme ultra rapide. Mais je suis trop content qu'il parle de ça alors qu'on en a parlé récemment. Trop lourd. Vas-y, on va checker ça. Forme la plus rapide. Après, pour l'instant, tout est logique. Tout est logique. Et là, il est en train de juste démontrer des faits qu'on a déjà énumérés des centaines de fois. Il n'y avait que les pro-amiraux qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais c'est entièrement réel. Si la marine, ils peuvent pas s'occuper de Barbe Blanche. Déjà, on a vu ce que ça donnait, marine vs Barbe Blanche. On a vu ce que ça donnait. Si en même temps, on aurait eu besoin d'envoyer un amiral ou deux amirals pour arrêter Rayleigh, Barbe Blanche aurait gagné. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a même pas de débat à avoir. Kagami, il est en forme lumière, il est en mouvement. Il se déplace, il avance, mais Rayleigh le bloque. Vas-y, en vocal tout à l'heure. De toute façon, j'avais prévu en fin de live, on fera tous les tests et tout. J'étais loin de me douter que les choses deviendraient si compliquées. Rayleigh n'a pas combattu depuis 20 ans. Pourtant, il bloque totalement l'amiral. Il le fait saigner. L'amiral ne le touche pas une seule fois. Aucun combat depuis 20 ans contre un amiral en activité. Kizaru est déterminé à cause du caractère de sa mission. Le QG de la marine perdra la face devant le dragon céleste. On rappelle qu'en frapper un est le pire des crimes. La seule fois où Rayleigh transpire, c'est quand il est inquiet pour l'équipage. Car Ouh, Rayleigh transpire. Quand il est inquiet pour l'équipage, ouais, mais il le dit quand même. Il le dit qu'il transpire parce qu'il est inquiet pour l'équipage, mais au final, il est incapable d'aider l'équipage. Donc ça, faut le noter aussi, Rio, quand même. Faut le noter. Kuma vient à côté de lui. Même si c'est une légende Rayleigh qu'on l'adore tous, il faut noter qu'il transpirait et en même temps, il disait, j'aimerais bien les aider. Mais je peux pas, parce que je ne suis pas assez fort pour gérer un amiral et gérer en même temps le sauvetage de mes amis Mugi, voilà. Il faut le dire, faut juste l'avouer, c'est tout. Il n'est plus en sueur. Comme dit plus tôt, au niveau de ses principes, pour Kizaru, il doit combattre quelqu'un qui est déterminé. Question, est-ce que Rayleigh est déterminé? Eh bien oui, car il attaque un amiral alors qu'il est retraité et qu'il n'a pas combattu depuis 20 ans. Tu ne fais pas ça si tu n'es pas déterminé. Et pour accentuer le fait que l'amiral est déterminé, un marine a fait un rapport à l'amiral en chef. Il va... Attends. Rayleigh n'est plus un empereur. Ouais, bah après, heureusement, sinon il aurait soulevé Kizaru facile. Enfin, peut-être pas facile, vu qu'on voit que Luffy arrive pas à soulever Kizaru là. Ah oui, j'en ai pas parlé, on en parlera après ça. Personne à part un Yoko aurait pu faire ça, t'abuses. Non, un premier commandant, il aurait pu, hein. Un premier commandant, il aurait pu, en vrai, hein. Un bon premier commandant, le Ben Beckman, moi je le vois bien l'allumer, hein. Sans mentir, hein. Que Kizaru a capturé 500 pirates pour exprimer sa rage. Comprenez bien que l'amiral a en capturé 1v1 500 pirates. contre un truc aussi, hein. Je cite... On a vu Garp faire ça, hein. On a vu Garp faire exactement ce que tu dis que c'était pas possible. Là, on a vu Garp sauver tous ses marines, etc. et combattre un amiral, un premier capitaine, etc., etc. Donc un premier capitaine, pour moi, c'est logique. Battre, mais non, mais on parle de sauver. Il a battu personne, mais il a sauvé tout le monde. Là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Rayleigh, il a pas réussi à sauver, et en même temps, combattu contre Kizaru, alors que Garp lui-même l'a fait. Donc pour moi, un premier commandant peut le faire. Si Garp peut le faire, un premier commandant peut le faire quand même. Sinon, ça voudrait dire que Garp, il est quoi? Il est empereur là maintenant? Mais sa rage. Il était donc enragé. Il était énervé. Il était déterminé. Rayleigh représente un mur infranchissable pour Kizaru. D'où le fait qu'il affirme qu'il lui faut un peu... Garp est toujours actif, bien sûr, mais ça change rien, parce qu'au final, Garp est quand même inférieur, enfin, à peu près égal à Rayleigh, mais Rayleigh a perdu en puissance, parce que à l'époque, il était plus fort que Garp, mais avec les 20 ans d'absence, bah, il est devenu moins fort, enfin, au même level que Garp. C'est pour ça que Rayleigh est supérieur à Garp. Ça aussi, on en a déjà parlé. Le battre. S'il le pouvait, il l'aurait battu. La différence entre Kizaru et Rayleigh, c'est que dès que les Mugi ne sont plus là, Rayleigh n'a aucun intérêt à le battre. Contrairement à Kizaru. Si Kizaru le pouvait, il l'aurait fait. Et si le niveau est équivalent, il le combat jusqu'à ce qu'un amiral intervienne. Il n'y a pas d'autre explication. Tout le reste n'est que théorique. L'amiral Kizaru est factuellement plus faible que Rayleigh, qui est factuellement plus faible que Barbe Noire. Un empereur. Voilà comment les faits du manga et le principe de Kizaru nous donnent sa limite. Ok, là déjà j'aime bien.
J'aime bien parce il a dit ce que je disais. Rayleigh, inférieur à Barbe Noire, au même titre que Kizaru est inférieur à Rayleigh. Et en plus de ça, il a noté, il a dit que ça fait 20 ans que Rayleigh s'est pas battu. Ça veut dire que ça se trouve, eux, ils se basent sur la puissance de Rayleigh 20 ans en arrière. Parce que si ça fait 20 ans qu'il s'est pas battu, comment ils peuvent savoir qu'aujourd'hui, Rayleigh, il a toujours cette puissance? C'est ça le délire. Comment on peut savoir? Comment la marine peut savoir que Rayleigh, s'il se bat pas, comment on peut savoir que Rayleigh, il a cette puissance-là? Donc faut faire attention à tout ça aussi. Si Kobe était pas déjà libre, tous les marines seraient morts. Ouais, on en a déjà parlé, mais Garp était blessé, il y avait plus d'un capitaine. Il y a plein de choses qui fait que Garp, c'était pas facile, hein, on l'a envoyé au charbon. Et la prestation de Garp comparée à la prestation de Rayleigh tout seul face à un amiral, franchement, Garp a quand même fait mieux. Ok, Garp il s'entraîne encore et Rayleigh s'entraînait pas, mais la prestation de Garp est quand même meilleure que celle de Rayleigh. On en vient à l'arc Marineford. Et oublions pas que Rayleigh était pas tout seul. Ok, Kuma, il a pas aidé Rayleigh à combattre l'amiral, mais Kuma a aidé l'équipage à pouvoir survivre à ça. Donc Rayleigh pouvait se reposer sur Kuma. Ça faut le noter aussi. Car tout est dans la représentation. Il faut se demander ce que l'auteur raconte via sa représentation. Au début de la bataille, on a une double page. L'amiral en chef déclare que la marine peut perdre. L'auteur met en évidence les éléments principaux. Barbe Blanche, Jose, Marco, 3 amiraux, un amiral en chef. Nous avons Kizaru. Garp avait combien de marines à côté de lui? Ouais, mais on peut pas de la chair à canon, on peut pas comparer de la chair à canon à Kuma. Kuma, c'est un Shichibukai, et dans les Shichibukai, ça doit être un des plus forts. En tout cas, avec un pouvoir overcheaté. Donc non, les autres, là, les petits, ils servent à rien. Hein. Ils battent même pas le plus faible des commandants de Barbe Noire. Ils ont servi à rien contre l'équipage de Barbe Noire. Hein. Qui attaque l'empereur. Et tous les autres n'ont pas combattu, tous les autres se sont enfuis. Ils se parlent. Ça fait mal, sale menteur. Ça fait mal, sale menteur. Marco n'a pas seulement bloqué, il l'a dégagé. Avec un coup de pied, il l'a dégagé au loin. Les dégâts sont matériels et potentiellement humains. Donc, Kizaru ne fait pas exprès de se faire dégager. Et justement, l'amiral a affronté Marco qui était déterminé à sauver Ace. Et, selon son principe, Garp a réussi grâce à un plan. Pas tout à fait, parce que le plan, il n'a pas été respecté, il n'a pas réussi. L'avantage. Et ça tombe bien, parce que les sources externes et officielles vont dans ce sens. Il a dû se sacrifier. Voilà. Ça, ce sont les faits. Nous avons sa limite de puissance. Il le fallait pour la suite. Maintenant, parlons de Egghead. Maintenant qu'on a les bases, on peut voir ce qu'on aura pour la suite. On a déjà eu des combats entre commandant amiral, commandant Yonko et amiral Yonko. On peut donc se fier à plusieurs événements. On remarque qu'à aucun moment, un commandant ne montre qu'il est supérieur à un amiral. À aucun moment, un amiral ne montre qu'il est supérieur à un commandant. Par contre, des Yonko ont déjà montré qu'ils sont supérieurs à des commandants et des amiraux. Kaido, Luffy, début Wano, incontestable. Shanks, Aramaki, post-Onigashima, incontestable. Shanks, Kid, Killer, post-Onigashima, incontestable. Il n'y a aucun débat, aucune ambiguïté. Rien du tout. Plutôt, je parle du fait que malgré un niveau inférieur à Luffy, il aura fallu 3 chapitres pour que Luffy le termine. Mais, il y a des exemples où quelqu'un de bien plus faible qu'un empereur a pu le faire extrêmement mal, voire à le mettre KO, sans pouvoir qui immobilise en un coup. On l'a vu dans la vidéo précédente. Queen a mis KO Big Mom en un coup. Elle ne pouvait plus combattre. Avec une préparation, Queen a mis KO. Aucun amiral n'a pu faire un tel exploit. Barbe Blanche, moins restant que Big Mom, n'a pas été mis KO malgré qu'un amiral l'ait frappé en pleine crise de cœur. On parle de circonstances très favorables. Une crise de cœur. Il n'y a pas mieux. Luffy, Zoro et Ichikaku ont affronté de séraphins, bien plus faibles qu'eux. Avantage du nombre et de la puissance. Pourtant, la victoire n'a pas été simple. Zoro et Luffy ont des traces de combat. Parlons de quelque chose d'autre. Il du winner. Les séraphins sont trop forts, ça faut vraiment le noter. L'eau lui a mis une technique et on a pu voir le résultat. On peut voir la tête de Barbe Noire. La réaction de Barbe Noire. Le sang, la transpiration, la respiration. Tout ça n'est lié qu'à une technique de l'eau. Donc, un homme de ce niveau peut faire très mal à un empereur. Kizaru est-il proche de l'eau? Oui. Peut-il faire mal à Luffy? De fait. Là, il m'éclate. Le combat peut-il Là, il durer un certain m'éclate. temps? Là, il résume tout ce que je dis depuis des semaines. Séraphin qui tient longtemps, l'outil qui tient 2 chapitres. Le 3e chapitre est en référence à la rencontre. Chaque combattant a ses caractéristiques. Pour Kuzan, des coups de poing. Kizaru a quant à lui une bonne défense. Et justement, avec ses défenses, il pourrait tenir longtemps. Là où le niveau de l'amiral est important, là où il est important de connaître et de comprendre son niveau et ses limites, c'est que l'on peut anticiper le résultat. On peut estimer ses chances contre Luffy. Pour qu'il gagne, il faut des circonstances exceptionnelles. Alors que s'il avait le niveau Yonko, pas besoin. Reprenons avec l'eau.
Est-il plus proche de King ou de Rayleigh? Donc d'un commandant ou d'un intermédiaire? Bien entendu, il est plus proche de King. Law égale Kid, et Kid s'est fait one-shot avec son second par un empereur. Ce n'est pas un Rayleigh qui a pris un one-shot. Donc on est d'accord que là il parle de Law et il dit que Law a levé le premier commandant. Pour moi c'est logique. Law et Kid ils ont réussi à battre à deux un Yonkou parce qu'ils ont tous les deux le niveau à peu près premier commandant, voire premier commandant plus on peut dire. Je sais pas si... Parce que Law a un fruit du démon très spécial donc peut-être que ça le placerait au-dessus de Kid en termes de technique. Mais logiquement, dans l'inconscient, Kid est censé être plus fort que Law. Et son second. Pour certains, ça manquera de preuves. Pas grave, allons plus loin. Voyons son évolution. Sur Dressrosa, Law était plus faible que Doflamingo. Sur Nigashima, il a battu Big Mom avec Kid. Donc déjà, il faut justifier une évolution pour qu'il atteigne le niveau de commandant. Pour ce faire, on a un élément, un éveil de fruit. Question, est-ce qu'avec un éveil de fruit, il peut passer de plus faible que Doflamingo à intermédiaire? Non. Faire passer Law au niveau commandant, c'est déjà incroyable. Il a d'abord surpassé Doflamingo, puis il est passé un stade au-dessus. Law, que l'on peut donc comparer à King, a fait de gros dégâts à Barbe Noire. Un homme du niveau de Kizaru peut faire de gros dégâts à Luffy. Ce qui perd pas mal de monde, c'est qu'on sait qu'un empereur peut battre rapidement, voire très rapidement, quelqu'un de ce niveau. Shanks qui humilie Aramaki sans bouger. Kaido qui termine Luffy rapidement. Mais il faut savoir une chose, ça dépend du contexte. Un empereur peut le faire, mais ça n'arrive pas toujours. Wesh, oh, il va pas répéter ce que j'ai dit. Il va pas répéter Gavadri, il va répéter ce que j'ai dit, j'ai l'impression. Toi, il y avait deux Yonko. Pas un, mais deux. Pourtant, ni Killer, ni Zoro, ni Kid, ni Law, ni Luffy ne s'est pris de KO. Wesh, il a répété. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit. J'arrête pas de vous rabâcher la même chose. Quand comment ça s'appelle? Quand un premier commando, il se fait... commando, j'ai dit carrément. Quand un premier commandant comme Kid ou Luffy qui se fait one-shot par Kaido ou par... comment il s'appelle Shanks, c'est possible, mais que si il se fait surprendre. Mais ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a très bien vu contre Big Mom et Kaido que tous les autres qui sont à peu près du level premier commandant ne se sont pas fait one shot. Là, oh là là, là il me régale. Là il me régale. Il a des paramètres comme les là, je suis trop croche. La résistance, la vitesse, etc. Allons plus loin. Yamato contre Kaido en 1 contre 1. A-t-elle perdu directement? Non. Beaucoup voient Yamato comme ayant un niveau supérieur à King. Elle aurait donc un niveau intermédiaire. Sauf que le manga nous dit que non. Pourquoi? Je pense pas elle a non eu du plus. mal contre Sasaki et ses hommes. Pour continuer, elle avait impérativement besoin de son fruit, alors qu'on parle d'un potentiel niveau intermédiaire, et qu'elle a un Kanabo. Mais un élément très concret nous prouve que Yamato est plus proche d'un King que d'un Rayleigh. Explication. Pour amener Yamato, Kaido a promis quelque chose au Tobiropo. Si vous ramenez Yamato, vous pourrez combattre un Okanban. Si vous battez un Okanban, sa place sera vôtre. On pourrait se dire qu'on n'a qu'une promesse de combat, mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Kaido donne en réalité la limite de puissance de Yamato, car il dit que si quelqu'un bat Yamato, alors il aura un combat contre un Okanban. Sauf que, si Yamato est plus forte qu'un Okanban, quel intérêt de faire un combat contre un Okanban? Conclusion, Yamato ne peut pas être bien supérieur à un Okanban. Oui. Elle a combattu Kaido, Pas tout de suite en car tout ce cas. niveau permet de combattre un empereur, un certain temps. On ne va pas se répéter, mais avec ce niveau on peut faire de gros dégâts, voire même gagner. Maintenant on a deux choses, la limite de Kizaru et ce qu'il peut faire. Étape suivante, on répond à une question. Quel est l'intérêt du combat? On a répondu pour Zoro, faisons pareil pour Luffy. Il y a 2 ans, Kizaru était trop fort. Mais ce n'est pas tout, il a traumatisé Luffy. On peut le voir à sa tête. Le choc est terrible. Je n'ai pu sauver aucun de mes camarades. Luffy pleure, tremble, il tape sur le vrai, bah oui, parce que lui, c'est vrai qui était trop fort pour Luffy. Tout à l'heure, j'ai dit le contraire, mais c'est vrai, de la vision de Luffy, il savait pas qu'il était sauvé par Kuma. Il l'a appris que 2 ans après. Donc forcément, sur le moment, il était traumatisé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a compris, enfin j'espère, après il est trop bête Luffy, donc je sais pas. Mais je pense qu'il a compris que c'était grâce à Kuma qu'ils sont tous en vie et qu'en fait, il les a sauvés plus qu'autre chose. Même Crocodile et Ivankov, avec Luffy, ont fui. Il empoisonne de la matière. Il a battu Luffy et lui a fait vivre un enfer. Mais le cas de Magellan est différent, car Magellan ne l'a pas empêché de voir son frère. Définitivement, il n'est pas à l'origine d'une séparation. Kizaru a quant à lui fait la totale. Archipel, Marineford. Sans oublier qu'il a piétiné Zoro. Luffy, qui est le capitaine, peut donc faire d'une pierre deux coups. Venger le groupe et se venger pour Marineford. On est 100 fois plus fort. C'est en référence à Rayleigh, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, car Rayleigh était 100 fois plus fort que tous réunis. Si on le prend au pied de la lettre, alors Rayleigh aurait le niveau de Luffy actuel et tous les autres réunis. Sauf que Rayleigh est plus faible qu'un seul empereur. C'est une façon de montrer que l'auteur n'a pas oublié l'archipel. Il connaît Kizaru et la limite qu'il lui a attribuée. On a donc un parfait parallèle. Chapitre 510, Kizaru est là pour combattre. Chapitre 1090,
qui se nomme Kizaru, il est là pour combattre. Le 511 se nomme Sentomaru, l'homme à la hache. Il affronte l'équipage, Kizaru est présent et Rayleigh bloque l'amiral avec un coup de pied. Le 1091 se nomme Sentomaru. Sentomaru combat pour l'équipage, Kizaru est présent et Luffy le frappe. Oh, Oda, il est trop fort. Les parallèles qu'il fait depuis... Waouh, depuis longtemps. Non, mais je suis trop content, là. Avec un coup de pied. D'ailleurs, au niveau des pages de couverture, on a la mini-aventure du CP9 et on a Lucci et Kaku sur Egghead. Le 512 se nomme Zoro a disparu, en référence à Kuma qu'il fait disparaître. Zoro combat Lucci et Zoro n'est effectivement plus avec le groupe. Le 513 se nomme Pas un seul, car Luffy ne peut protéger aucun Nakama. Et dans le 514, on peut le voir dans le ciel. Selon cette logique, il ne resterait que 2 chapitres importants. Sauf qu'un événement qui va choquer le monde doit se dérouler. Et il y a des limites au parallèle. Donc, rien n'est certain. Mais est-ce que Kuma peut intervenir ? C'est probable. Quoi qu'il arrive, on a un parallèle qui est parfait. Sauf que Luffy est désormais bien plus fort. L'un des intérêts serait donc de se débarrasser de ce poids psychologique à Kizaru. Avec le Gear 5, Luffy est beaucoup plus libre, à tous les niveaux. L'environnement, son corps, le corps ennemi. Il sort une technique d'un claquement de doigts, ce qu'un combattant normal ne peut faire. Il a battu Kaido avec un Bajrang, qui est un gigantesque point qui utilise une parfaite combinaison. HDA+, HDR+, fruit éveillé, force brute. Qu'on soit clair, Luffy a une technique pour éradiquer Kizaru très facilement. Là n'est pas la question. La question c'est plus, que va-t-il utiliser? Inutile de répondre à que peut-il utiliser, car il fait ce qu'il veut. Dans l'absolu, il le change en ampoule. On devrait avoir des techniques avec un maximum de références, comme avec Lucci et Mugura, le Trident Katakuri, ou encore Don Rocket, référence au tambour, Joy Boy, et Down pour Romance Down, le nom du premier chapitre. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé. Allez, Jané. Donc voilà, je voulais juste rajouter un petit truc parce que depuis tout à l'heure, je me demande quand je pourrais le caler, mais c'est par rapport à Kizaru. Donc on a eu, je vais essayer de vous la retrouver. On a eu une information par rapport à un leaker qui disait que si Kizaru il se faisait one shot, s'il se faisait pas one shot en moins de 2 chapitres, il allait brûler toute sa photothèque. Et vous savez ce qu'il a répondu? Donc là, normalement, je dois l'avoir, donc je vais direct vous le montrer. Il a répondu une dinguerie, les gars. Le leaker. Donc attendez, je vous mets l'image. Voilà ce que a répondu le leaker. Si Kizaru tient plus de 2 chapitres, je brûle mes 103 tomes de One Piece. Et le leaker, il a répondu, alors tu devrais acheter de l'essence. Parce que, comme dit plus tôt, les gars, oui, Luffy est plus fort que Kizaru, ça c'est indéniable, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça, à part peut-être les pro-amiraux. Mais Kizaru est pas facile à battre, comme on en a parlé juste avant. Même, c'est ouf quand même que même Ryo Sensei l'a dit. On a déjà vu dans le manga qu'il y a des gens qui peuvent se faire one-shot, tels que Kid et Luffy, par un Yonkou, parce qu'ils avaient le level à peu près premier commandant ou intermédiaire. Mais par contre, s'ils sont en alerte et qu'ils peuvent se défendre et qu'ils sont bien aptes au combat, ils ne se font pas one-shot. Et ce sera exactement la même pour Kizaru. Kizaru, apte au combat, hyper rapide, ne se fera pas one-shot par Luffy. Parce qu'il ne peut pas le one-shot comme ça. Luffy devra mettre un peu de temps, mais en utilisant le Gear 5 et toutes ses ressources, il devrait normalement pouvoir l'abattre assez facilement, entre guillemets. Donc ok les gars, donc voilà, c'est tout pour le petit live d'aujourd'hui. C'est parti les mecs, bonne soirée à vous.